L2, mécanique des fluides, chapitre 2, statique des fluides. Dans ce chapitre, on verra successivement une introduction, une notion de pression, un point de fluide, la relation fondamentale de l'hydrostatique, quelques exemples, théorème d'Archimède, les tensions superficielles et la loi Jurin vers la pression. Les effets de la pression doivent être pris en considération lors du dimensionnement des structures telles que les barrages, les avions, les sous-marins, les réservoirs, etc. Lors d'une plongée sous-marine, on constate que la pression de l'eau augmente avec la profondeur, alors que sa valeur diminue avec l'altitude, comme on le constate dans un avion. On définit la pression comme étant le rapport du module de la force divisé par la section auquel elle a été soumise, comme on le voit ici dans ce document. P au point A égale dFn sur ds. L'unité de mesure de la pression est le pascal. Un pascal vaut 1 newton par mètre carré. On utilise souvent le bar, qui est 10 puissance 5 pascal. Chaque centimètre carré de surface de notre peau supporte environ 1 kg force, représentant le poids de l'atmosphère terrestre. C'est la pression atmosphérique au niveau de la mer qui vaut en moyenne 1,013 bar. Mais cette valeur peut être plus importante ou moins importante que celle-ci. Quand il fait froid, elle peut descendre jusqu'à 970 millibars. Et quand il fait très chaud, cette valeur peut aller jusqu'à 1,02 bar. La relation fondamentale de l'hydrostatique. Si le fluide est à l'air libre, ou bien le réservoir est ouvert, alors il est soumis à la pression atmosphérique, comme on le voit dans le schéma I. Au point A, qui est situé à la profondeur ZA, P au point A, il est équivaut à P atmosphérique plus ρ GZA. Au point B, à la profondeur ZB, PB égale P atmosphérique plus ρ GZB. De ce point de vue, la différence entre PB et PA, c'est-à-dire PB moins PA, n'est rien d'autre qui est égal à ρ G ZB moins ZA. Dans l'exemple de I, où il n'est plus soumis à la pression atmosphérique, mais à une pression P0 donnée, quand le réservoir est fermé, PA il sera égal à P0 plus ρ GZA, PB sera égal à P0 plus ρ GZB, et de ce fait, PB moins PA, il sera toujours égal à ρ GZB moins ZA. Donc la relation reste identique, quel que soit le type de réservoir, fermé ou ouvert. Si deux points, K et M, se trouvent à la même hauteur et qu'ils aient un fluide en commun, ici en l'occurrence ρ3, alors on dira que PM est égal à PK. Le point K appartient aux deux fluides, ρ1 et ρ3. Le point M appartient aux deux fluides, ρ2 et ρ3. ZK égale à Zm. Ils ont au moins un fluide en commun, en l'occurrence ici ρ3. Par conséquent, PK égale à PM. Quelques exemples et diverses applications, tubes en U, réservoirs, etc. Exemple 1. La figure représente un réservoir ouvert équipé de deux tubes, comme on le montre ici sur la figure de droite. Deux tubes piézométriques et remplis avec deux liquides non miscibles, c'est-à-dire qu'ils ne se mélangent pas. De l'huile de masse volumique ρ1, 850 kg par mètre cube, sur une hauteur H1 égale à 6 mètres, et de l'eau de masse volumique ρ2,
1000 kg par mètre cube sur une hauteur H2 égale à 5 mètres. Question, déterminer HE, petite HE, et petit HD. HE étant la hauteur dans le petit tube qui comporte de l'huile et HD étant la hauteur de l'eau dans le petit tube. On voit bien que A, E et D sont au contact de l'atmosphère. Par conséquent, PA égale PE égale PD égale P atmosphérique. Si je veux calculer la pression au point B', on verra que PB', elle est égale à en fait PB. Pourquoi? Parce que B et B' appartiennent au même fluide, ils ont un fluide en commun et se trouvent sur la même hauteur. Et là, on va déterminer la pression en B et la pression en B'. Alors, commençons par le côté B'. PB', il est égal à PE plus ρ de l'huile fois G fois HE. Du côté de B, PB, il est égal à PA plus ρ de l'huile fois G fois H1. Et de ce fait, le fait que PE est égal à PA, on pourra simplifier les deux expressions et donc on obtiendrait HE égale à H1. Tenons le même raisonnement pour les points C et C'. On voit bien que C et C' appartiennent au même fluide et sont sur une même hauteur. Par conséquent, PC' est égal à PC. On voit bien que PC' il est égal à P au point D plus ρ de l'eau G HD. Et puis que PC il est égal à tout simplement PA plus ρ1, c'est-à-dire ρ de l'huile GH1 plus ρ de l'eau GH2. Et de ce fait, après égalité, nous pouvons extraire HD est égal à H2 plus ρ de l'huile sur ρ de l'eau fois H1. Exemple 2. Soit un tube en U fermé à une extrémité qui contient de liquide non miscible. Calculer H', connaissant P3, c'est-à-dire la pression à l'intérieur du tube, et ρ de l'essence qui est de l'autre côté en vert, qui est égal à 700 kg par mètre cube. Rho Hg, c'est-à-dire ρ du mercure, est égal à 13 600 kg par mètre cube. Posons P3 égale 0,3 P1, c'est-à-dire 0,3 pression atmosphérique. Et posons H, la hauteur de l'essence égale à 10 cm. Le point 4 appartient au mercure. Le point 2, il appartient pour partie au mercure et pour l'autre partie à l'essence. 4 et 2 sont à la même hauteur. Par conséquent, P4 égale à P2. D'un côté, P4, il est égal à tout simplement P3 plus ρ du mercure fois G fois H'. Il est égal aussi de l'autre côté à P1 plus ρ de l'essence fois G fois H. Et de ce fait-là, nous allons extraire H' qui sera égal à P1 moins P3 sur ρ de Hg fois G plus ρ de l'essence sur ρ de Hg fois petit h. Cinquièmement, poussée d'Archimède. Énoncé. Tout corps plongé dans un fluide reçoit de la part de ce fluide une force phi verticale que nous appelons communément poussée d'Archimède.
elle est dirigée vers le haut, dont l'intensité est égale au poids du volume de fluide déplacé. Ce volume est donc égal au volume immergé du corps, que nous appelons communément V immergé. Pi est égal à ρ du fluide fois G fois V immergé. V immergé étant le volume immergé dans le fluide, c'est-à-dire le volume qui a été touché par le fluide. Alors que V émergé est le volume émergé en dehors de ce fluide. Nous retenons que V total est égal à V immergé plus V émergé. Le poids est égal à mg, mais aussi et peut être égal à ρ du corps fois G fois le volume total. À l'équilibre, la somme des forces égale à 0. Nous avons pi plus P égale à 0. Et de ce fait, pi égale à P égale à mg. L'égalité nous donne ρ du fluide fois G fois V immergé est égal à ρ du corps fois G fois V total. Et de ce fait, V immergé sur V total, elle est égale à ρ du corps sur ρ du fluide. Un deuxième cas peut survenir en mettant un premier fluide, ρ fluide 1, auquel on rajoute sur une certaine hauteur ou sur un certain volume ρ du fluide 2, de telle sorte que le fluide 2 soit plus léger que le fluide 1, comme on le voit dans la figure à droite, celle du bas. Il restera une partie qui sera émergée. La partie qui sera émergée, c'est X% du volume total. Donc, la somme des volumes sera V immergé 1 plus V immergé 2 plus X% de V total est égal à V total. Les deux forces auxquelles seront soumis le corps sont Pi1, Pi2 pour la poussée d'Archimède, auquel il ne faut pas oublier le poids P. À l'équilibre, on le voit aisément, P est égal à Pi1 plus Pi2. Donc l'équation, elle va nous donner Pi1 plus Pi2 égale à P, qui va nous donner donc ρ1 fois G fois VIM1 plus ρ2 fois G fois VIM2 égale ρ du corps fois G fois le volume total. La deuxième équation, c'est celle des volumes, c'est-à-dire, on le voit très bien, VIM1 plus VIM2 plus une portion de ce plus V émergé qui est égal à X% du volume total, tout ça est égal à V total. Donc en fait, on disposera de deux équations à deux inconnus. Les deux équations sont données ici. Les inconnus sont VIM1 et VIM2. La résolution de ce système nous permettrait de calculer VIM1 et VIM2 et de ce fait de pouvoir calculer Pi1 et Pi2. Sixièmement, tension superficielle et capillarité. La tension superficielle. Quelques observations. Deux plaques de verre, entre lesquelles on a déposé un mince film d'eau, semblent collées l'une à l'autre, comme on le voit très bien dans le schéma donné à droite. La plaque inférieure peut supporter une masse de plusieurs centaines de grammes avant de tomber. Une autre façon de voir la capillarité ou les tensions superficielles, c'est dans un tube comme on le montre ici dans le graphe, dans le schéma à gauche, où on voit un ménisque, d'accord, qui est courbé et non plus plat, dans un tube comportant un liquide. Il faut dire que, réellement, la tension superficielle existe tout le temps. Elle n'est visible que dans les contenants de faibles dimensions, c'est-à-dire dans des tubes très fins, en l'occurrence, qui peuvent avoir des diamètres inférieurs à 10 mm. Qu'est-ce que cette tension superficielle? Eh bien, la tension superficielle va exprimer tout simplement les relations qui pourraient exister entre particules fluides, c'est-à-dire,
peut exprimer ou bien une relation d'attraction ou une relation de rejet entre particules. On dira qu'une force, elle a tendance à ramener ou à ramasser les particules fluides quand les particules fluides, elles s'attirent, et quand elles se repoussent, elle aura tendance à s'ouvrir. Comme on le montre ici, un exemple où il va nous montrer, voici le périmètre d'un cadre. Donc, tout simplement, si ce périmètre-là était fermé, totalement fermé, eh bien on dira que la force de tension superficielle est égale au périmètre auquel elle sera multipliée par gamma, qui est la tension superficielle, multipliée par la valeur absolue de cosinus θ, où θ est l'angle de contact. Si on veut calculer ici le périmètre, on voit aisément que c'est L1 plus L2, le tout multiplié par 2. Ça, c'est ici, on ne tient compte que du périmètre extérieur. Par contre, si le cadre est ouvert, comme c'est le cas ici, cette force, FTS, doit être divisée en deux. Nous aurons une FTS externe et une FTS interne. La FTS externe, c'est le périmètre externe, fois gamma, fois valeur absolue de cosinus θ, et la FTS interne, c'est le périmètre interne, fois gamma, fois valeur absolue de cosinus θ. Ici, gamma, ou communément des fois appelé sigma, sont les tensions superficielles. Leur unité, c'est des newtons par mètre. On voit ici, dans le tableau plus haut, quelques valeurs pour certains liquides. Pour l'eau, à 20 degrés C, elle vaut 73 10 puissance moins 3 newtons par mètre. Alors qu'à 0, elle vaut 75,6 10 puissance moins 3. On voit aisément que la tension superficielle de l'eau dépend de la température ambiante. Bien sûr, elle dépendra aussi du fluide lui-même. Quelle serait l'énergie potentielle de surface? L'énergie potentielle de surface, delta E, elle est égale tout simplement à F delta X. F delta X étant égal tout simplement à gamma fois le périmètre fois delta X et éventuellement fois valeur absolue de cosinus θ. Delta E est égal à gamma delta S en général. Conséquence de la tension superficielle. Différence de pression à travers un film superficiel. Si la surface de séparation S, comme on le voit ici en premier vers le haut, est un plan. N'oublions pas qu'un plan est une sphère de rayon infini. Alors la relation qui lie les pressions internes PI et la pression externe PE est la suivante. PI égale à PE. Si on arrive à tordre cette surface, et cette surface forme une sphère, d'accord, ou un cylindre de rayon R, eh bien, la pression en interne est supérieure à la pression externe. Et la pression interne moins la pression externe, elle vaudra 2 sigma ou 2 gamma sur R. R étant le rayon de courbure de la surface. Application à une bulle de savon. Une bulle de savon contient un gaz, puis il y a du savon, et ensuite il y a un autre gaz. C'est-à-dire nous avons 3 éléments. 3 éléments sont séparés par 2 surfaces de séparation. L'une, elle a un rayon R, l'autre aura un rayon R plus epsilon. Epsilon étant une valeur très faible, ce qui donnera R plus epsilon très équivalent à R. Par conséquent, si nous devons écrire PI moins PE, eh bien, on obtiendrait PI moins PE, c'est 2 sigma de R plus epsilon, plus 2 gamma ou 2 sigma sur R. Et par conséquent, on aurait 4 gamma sur R, ou 4 sigma sur R. Gamma ou sigma représente la tension superficielle.
Qu'est-ce qu'on entend par angle de contact et capillarité? Dans un tube de verre étroit, tube à effet par exemple, dont le diamètre est inférieur à 10 mm, l'interface air liquide est bombée vers le bas. La surface forme un ménisque concave. De plus, l'eau s'élève le long des parois. L'eau monte aussi le long des fibres d'une feuille de papier trempée dans un verre d'eau. Elle peut aussi monter dans du coton. Il existe une relation entre l'angle de contact, le θ, et les différentes tensions superficielles avec les différents éléments. Gamma SL étant la tension superficielle entre le solide et le liquide, gamma LV étant la tension superficielle entre le liquide et la vapeur, et gamma SV étant la tension superficielle entre les solides et la vapeur. Comme le montre facilement le dessin, et aisément, on remarque qu'il y a une relation qui lie les trois valeurs. Gamma SL plus gamma LV cosinus θ est égal à gamma SV, comme on le montre très bien. L'angle de contact, il permet tout simplement de rendre compte de la qualité des fluides, qu'ils soient attractifs ou répulsifs. Ils seront dits attractifs ou, d'accord, quand la valeur θ est inférieure à 90, et ils seront répulsifs quand θ est supérieur à 90. Ascension capillaire. Quand on plonge un capillaire propre, c'est-à-dire un tube étroit de rayon petit air dans de l'eau, on observe l'ascension d'une colonne d'eau dans le capillaire malgré la pesanteur. Comme on le voit ici, sur la figure de droite, il y a 4 tubes. Le diamètre de ces tubes est de plus en plus petit, c'est-à-dire petit r ou va devenir de plus en plus petit. Et plus le rayon est petit de ce capillaire, et plus la hauteur d'eau va augmenter. C'est-à-dire, à chaque fois que nous allons rétrécir le diamètre de ce capillaire ou le rayon de ce capillaire, on va avoir plus de hauteur d'eau qui va monter dans le capillaire. Donc, cette hauteur d'eau, elle va s'expliquer par l'effet de capillarité que nous allons expliquer. Ici, le rayon du tube petit r est relié au rayon de la bulle grand R par la relation suivante. Petit r est égal à grand R fois cosinus θ. Θ étant l'angle data comme on l'a vu précédemment. Si nous voulons calculer la hauteur h d'ascension, d'accord, on doit passer par les étapes suivantes. Prenons le point A et le point B se trouvant à la même hauteur et appartenant au même fluide. Par conséquent, PA égale à PB. Si PA égale à PB et PB est soumis à la pression atmosphérique, par conséquent, PA le sera aussi. Comme on le voit ici dans le dessin, PI est soumis à la pression atmosphérique. Par conséquent, nous aurons PA égale PB égale PI égale pression atmosphérique. Il est clair que PI, qui est la pression interne, est reliée à la pression externe PE par la relation PI moins PE égale 2 gamma sur R, grand R, où grand R est le rayon de la bulle. Or, il y a une relation qui lie grand R, le rayon de la bulle, et petit r, le rayon du tube. Grand R, il est égal à petit r sur cosinus θ. Par conséquent, PE
est égal à PI moins 2 sigma cosinus θ sur petit r. Et comme PI égale à pression atmosphérique, donc la relation PE égale pression atmosphérique moins 2 sigma cosinus θ sur petit r. D'un autre côté, si nous devions écrire la pression au point A, on remarquera que PA égale à PE plus ρ G H. Par conséquent, en égalisant les deux, voilà ce que nous obtenons. P atmosphérique égale à P atmosphérique moins 2 sigma cosinus θ sur petit r plus ρ G H. En simplifiant la pression atmosphérique dans les deux membres, de gauche et de droite, nous obtenons le calcul de petit h. Petit h étant la hauteur de capillarité, elle est égale à 2 sigma cosinus θ sur r, ρ et g. Ici, il faut retenir que petit r est le rayon du tube. Si nous voulons un petit peu aller plus en profondeur pour essayer d'estimer ce fait-là, retenez la démonstration suivante. Soit le point 1 qui se trouve à l'intérieur de la bulle, le point 2 juste à l'extérieur de celle-ci, le point 3 se situe en dessous du point 2 à la même hauteur que le point 4. La distance entre le point 2 et le point 3 est en petit h, θ étant l'angle d'attaque, petit r étant le rayon du tube et grand R étant le rayon de la bulle. La relation qui lie petit r à grand R est la suivante. On voit aisément que petit r il est égal à grand R cosinus θ, ou bien grand R c'est petit r sur cosinus θ. Si nous devons écrire la relation entre la pression interne à la bulle et la pression externe, c'est-à-dire en l'occurrence ici P1 moins P2, elle est égale à 2 sigma sur grand R. Compte tenu de la relation de petit r et de grand R, elle deviendra P1 moins P2 égale 2 sigma cosinus θ sur petit r. Si nous devons écrire la relation entre P3 et P2, on voit aisément que P3 il est égal à P2 plus ρ du liquide GH. Ou bien, nous pouvons l'écrire P2 moins P3 est égal à moins ρ du liquide fois G fois H. On a juste interverti les signes entre P2 et P3. Si nous devions écrire la relation qui lie P4 à P1, on voit bien que P4 et P1 appartiennent tous les deux à la pression atmosphérique. Mais on peut écrire de façon un peu plus poussée. On voit bien que P4, c'est rien d'autre que P1 plus ρ du gaz qui est autour, c'est-à-dire ici ça peut être l'air, fois G fois H. Et donc, en fait, il y a un petit écart entre P4 et P1 qui est égal à ρ du gaz fois G fois H. Si nous devions sommer les trois équations, l'équation 1, l'équation 2 et l'équation 3, sur les membres de gauche, on aurait P1 moins P2 plus P2 moins P3 plus P4 moins P1. Nous retrouvons la relation P4 moins P3. Et si nous sommons les termes de droite, nous aurons 2 sigma cosinus θ sur R moins ρ liquide fois G fois H plus ρ du gaz fois G fois H. Nous obtenons la chose suivante. D'un côté, P4 moins P3 égale 2 sigma cosinus θ sur petit r plus ρg moins ρl, le tout fois G fois H. Or, P4 et P3 se trouvent à la même hauteur. P4 et P3 ont au moins un fluide en commun. Par conséquent, P4 est égal à P3, ce qui va annuler P4 moins P3. Et de ce fait-là, nous pourrons calculer H
en fonction de ces termes-là. Et nous obtenons la forme générale H égale 2 sigma cosinus θ sur petit r rho L moins rho G, le tout fois G. Si on prend l'approximation où rho G est très faible devant rho L, on retombe sur l'expression qui a été démontrée dans le slide précédent, en l'occurrence 2 sigma cosinus θ divisé par petit r rho du liquide fois G. Il est clair que la hauteur de capillarité dépend de cosinus θ et bien sûr de son signe. Si θ est compris entre 0 et 90 degrés, la hauteur H serait positive. Si θ est compris entre 90 et 180 degrés, H serait négatif, c'est-à-dire il serait vers le bas. Il est clair que la plus grande hauteur atteinte serait atteinte pour θ égale à 0, c'est-à-dire dans le cas de l'eau. Je vous remercie de votre attention et voici quelques ouvrages que vous pouvez consulter sur Internet afin d'avoir d'autres explications supplémentaires sur ce thème-là.